Voilà, donc la parole est à la salle. Je sais pas s'il marche ton micro. Non, je peux pas. Ah oui, ça y est, il marche. Enfin, vraiment, ce que tu nous as exposé là, Kevin, ça parle complètement à nos expériences, à nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire, évidemment, la complexité, c'est au quotidien qu'on la vit et on se rend bien compte qu'on ne peut pas aborder les situations que du côté functioning. Enfin, technique, c'est totalement insuffisant et c'est même contre-productif. Enfin, on s'en rend bien compte que si on aborde les situations sans envisager la globalité de la situation du patient, on va faire pire que ce qu'on aurait pu faire simplement en prenant un petit temps de recul, avec un peu de bon sens, en abordant la situation dans son ensemble. Et c'est vrai que la notion de capacité... peut-être c'est quelque chose qu'on n'apprend pas suffisamment dans les études de médecine. Non, c'est sûr. Et pourtant, bon, vous savez, nous, dans les PASS, avec des situations où on rencontre des patients qui ont parfois des maladies graves comme des cancers, si on ne prend pas en considération leurs conditions de vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sans hébergement, ne pas parler la langue, être complètement isolés, le meilleur soin d'un point de vue technique va s'avérer parfois totalement contre-productif avec, par exemple, des neutropénies fébriles dans la rue et on est face à des risques catastrophiques tout en appliquant les meilleurs standards, tout en visant le côté functioning. Donc vraiment, c'est une théorisation tout à fait adaptée à notre pratique quotidienne en PASS. Bonjour, Vincent Richard, je suis assistant social et par d'autres moments coordinateur sur la PASS du Bessin, Bayeux-Calvados. J'aime bien cette idée de différencier effectivement les deux. Ma question en fait est assez simple, c'est que je ne maîtrise pas la langue de Molière comme vous le faites, et vous le faites brillamment. Je n'ai pas votre niveau d'études, voilà. Ma question en fait est assez simple, c'est que moi je raisonne humblement avec mes petites capacités sur la question. Alors j'essaye de raisonner à coup de code civil, de code de santé publique, de code interne, de code. Et par moments, j'ai tendance à me référencer aussi à mon guide, mon gouvernement interne. Voilà. Et la question que je me pose depuis ce matin, c'est finalement, est-ce qu'on a le droit au bon sens dans tout ça? Et j'ai envie de dire, et le bon sens dans tout ça? Est-ce que j'ai le droit de m'y référer? Ou finalement, est-ce qu'à un moment donné, j'ai le devoir de m'y référer aussi? Voilà, c'est peut-être une question un peu trop ouverte, j'en sais rien, mais c'est ce que ça m'inspire. Merci. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que ces théories du CARE, en fait, c'est lié à une chose assez simple, c'est qu'en fait, on fait tout ça dans notre vie quotidienne. Dans notre vie personnelle, moi je suis père de 3 enfants, je ne dis pas que je suis parfait, il paraît qu'il ne faut pas être parfait, dit Winnicott justement, en tant que parent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au quotidien, moi, je le fais. C'est mon bon sens à moi, en tant que père, en tant que parent, de faire tout ça. Donc, en fait, la question, mais c'est pareil sur ce que vous dites sur l'empathie, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je fais habituellement, mon bon sens personnel, dans ma vie professionnelle? C'est ça, un peu. Et est-ce que j'ai le droit d'y faire appel? Moi, c'est un peu le sentiment... alors, donc moi, je suis dans une business school. Ce que j'observe dans nos étudiants, les étudiants qu'on forme, et on est responsable de ça, je pense... c'est qu'on les forme à prendre le fait que, en fait, avoir ce bon sens personnel, ça n'est pas autorisé dans l'entreprise. C'est pas du management. Quand vous posez à des étudiants en école de commerce la question de c'est quoi les qualités que vous associez au leadership, vous en donnez 10, vous mettez l'empathie dedans, c'est celle qui est la moins citée. Il ne faut surtout pas être empathique pour réussir dans les affaires. Il y a même des études qui montrent que moins vous êtes sympa, plus vous êtes dur, plus vous êtes agressif, mieux vous êtes payé. Ça, c'est des études très, très scientifiques qui montrent ça. Et en fait, ce qui est intéressant... Pourquoi les assistants sociaux sont si mal payés? Oui, voilà, par exemple. En fait, quand vous regardez le pourquoi de ça, qui est une réalité, hein, c'est des articles tout à fait sérieux qui disent ça, c'est parce que les gens qui sont les plus durs sont perçus comme les plus compétents. Pas les plus compétents, mais perçus comme les plus compétents. Donc c'est comme s'il y avait une pénalité... au bon sens, pour reprendre votre terme, ou en tout cas à ce qui fait de moi un être humain habituel. Et donc il y a quelqu'un qui fait dans les sciences de management, Edward Freeman, qui est
qui est à l'origine des théories des parties prenantes, qui dit pourquoi il faudrait qu'on soit des êtres humains le soir quand on rentre et pas quand on est dans l'entreprise, dans une organisation. Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on bloque, voilà, encore une fois, on y revient, on bloque qui on est, c'est-à-dire son bon sens, qui je suis à la maison, dans mon organisation, parce qu'on ne fait pas confiance, parce que je suis stressé, parce que, etc. Et donc, du coup, ça perturbe tout, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond... Enfin, moi, je pense que c'est une question... je ne sais pas si on doit, mais on devrait pouvoir choisir de faire appel à son bon sens ou pas. Or, aujourd'hui, quelque part, il y a je m'arrête là, promis, mais une interdiction implicite de faire appel à son bon sens personnel. Je voudrais apporter un autre exemple, enfin, pour conforter ce que vous venez de dire. Chez les étudiants en médecine, on a exactement la même chose. Hein. Ceux qui réussissent sont souvent des gens qui sont un peu carrés. Et moi, j'avais fait l'étude qu'on avait publiée sur la capacité des étudiants en médecine de 3e et de 6e année à identifier des problèmes éthiques dans les services, à apporter des solutions, essayer de les résoudre. Hein, cette capacité à partir d'un portfolio et de problèmes qu'ils devaient écrire pendant leur stage. On voyait une déperdition de la résolution des problèmes éthiques entre la 3e et la 6e année. Et on a fait des focus group ensuite pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne s'autorisent pas. Ils ne s'autorisent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'internat à préparer. On n'a pas le temps, il faut être performant sur du bioclinique. Donc, ils disaient, on va reprendre ça plus tard. Ils disaient, vous savez, M. Barrier, on va reprendre ça plus tard, vous inquiétez pas. C'est tout à fait en relation avec ça. Par rapport au PASS, et pour répondre à monsieur, dans l'expérience qu'on a à la PASS de Saint-Louis, on organise des réunions pluriprofessionnelles où on invite des personnes qui sont dans la problématique de la situation, mais qui sont en dehors des soignants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas de cancer, donc on invite le cancérologue, mais on va inviter les services sociaux, on peut inviter les services administratifs s'il n'y a pas de financement, et puis on va inviter, ça peut être des médiateurs, ça peut être aussi une personne du SAMU social, etc. Mais ce qui est très intéressant dans ces réunions, c'est que souvent, l'approche médicale, elle apparaît déraisonnable, et que c'est la connaissance, on va dire, profane d'un administratif ou travailleur social qui va nous ramener à simplement la cohérence pour le patient. Et on a vu régulièrement des cas de cancer, mais au-delà de toute ressource, où finalement on applique le principe de faire une chimiothérapie parce qu'on ne peut pas ne pas faire autrement. Sauf que quand on met un petit peu de recul, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend de cette chimiothérapie? Qu'elle ralentisse l'évolution de la maladie, donc on va gagner quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire la chimiothérapie? Donc c'est aussi la question de capacité. Ça veut dire on va mettre un cathé central, ça veut dire on va devoir venir à l'hôpital toutes les semaines pendant des mois, etc. Et puis on considère les effets secondaires, les contraintes, etc. Et finalement, à un moment donné, on se dit, mais à quoi bon faire ce qui est rationnel d'un point de vue technique? Donc alors, à nouveau, finalement, c'est peut-être ça, le bon sens ou la sagesse pratique, comme on le reverra cet après-midi, qui est très opérant. Oui, j'aimerais ajouter quand même, parce que, effectivement, votre question est très pertinente, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de se réclamer du bon sens? Il faut savoir quand même qu'il y a quand même un mouvement de fond qui traverse les univers professionnels, et la médecine en particulier, qui est que, finalement, c'est une dévalorisation du bon sens qui est dégradée en intuition, en arbitraire, en approximation. Et donc, tous les dispositifs d'évaluation et de normalisation des pratiques professionnelles reposent fondamentalement sur une critique du bon sens et valorisent l'objectivité, notamment la loi des grands nombres, par rapport à la subjectivité du jugement professionnel. Et donc je pense évidemment à un mouvement interne d'abord à la profession médicale, qui est l'evidence-based medicine, évidemment, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas quelque chose qui a été imposé de l'extérieur à la profession médicale, mais qui est le fruit des réformateurs de la thérapeutique, c'est-à-dire d'une contestation à l'intérieur même de la médecine du bon sens et de l'intuition, des logiques d'intérêt, tout ça, en disant que finalement le jugement clinique est parasité par des questions de croyance, etc. Bon. Mais aussi la tarification à l'activité.
aussi qui repose fondamentalement sur cette idée d'objectivité. Donc il faut savoir effectivement que les évolutions internes des pratiques professionnelles, des univers professionnels, mais aussi le déploiement de logiques gestionnaires participent structurellement d'une dévalorisation effectivement du bon sens. Voilà. Et je pense que, c'est Florent Champy en parlera cet après-midi, c'est qu'effectivement on ne peut accorder de l'autonomie professionnelle que si l'on revalorise. Alors il suffit pour une part, cette idée de bon sens, c'est-à-dire qu'on dit finalement de cette capacité du professionnel in situ à intégrer toutes les différentes dimensions qu'est Hercure et toute la complexité des cas. Effectivement, votre question donne envie à tout le monde de répondre. Je vais pondérer un peu l'enthousiasme ambiant, mais tout en sachant que j'adhère à tout ce qui a été dit. Cette question du bon sens, elle a été beaucoup travaillée par Hubert Doucet au Québec dans le sens de l'éthique du soin. Et quand même, il faut rappeler quelque chose. Je cite Jean Wills, non pas pour qu'il me suive, mais par rapport à la question des droits des patients. Et c'est sous cet angle-là que le travail a été fait avec nos collègues québécois. Et quand on a mené cette étude, on s'est dit, le bon sens, c'est bien quand c'est assorti d'autres valeurs qui sont premièrement la compétence et deuxièmement quand même leur esprit de valeurs ou de règles communes. Pourquoi cela? Parce que le bon sens peut amener aussi à beaucoup d'erreurs ou à d'inégalités. Je vais le dire sans cacher mes opinions politiques que tout le monde connaît, mais le bon sens porté par un courant de l'échiquier politique français aujourd'hui pourrait amener à dire par rapport à des populations dont on a la charge que le bon sens amène à arrêter les soins. Voilà. Donc la valeur du mot bon sens, elle est sous-tendue d'un présupposé éthique qu'on pense qu'il y a bon dans bon sens et qu'on est tous d'accord sur la terminologie du bon. Voilà. Et donc, par opposition, l'universel et l'universalisme fait que la règle commune, si elle est démocratiquement fondée, apporte à une question de sécurité collective sur des valeurs collectives. Voilà, c'est important. Et ça renvoie à ce que Frédéric disait tout à l'heure. Il ne faudrait pas, au nom du bon sens et de chacun à résoudre des petits problèmes dans son coin, que le collectif et que le politique se désintéressent du sujet et qu'on dise « laissons le bon sens faire et après tout on verra bien » parce que ça mène vers une société où finalement l'irresponsabilité collective est à l'œuvre et qu'on laisse les individus se dépatouiller avec leurs petits moyens dans leur coin. Donc il y a beaucoup de raisons pour être pour le bon sens. Je vais vous donner un exemple qui va vous rassurer. Quand on évoquait le SAMU-CEL, quand on a vu travailler avec l'équipe de Xavier Manuel au Nocage de Nanterre, je suis endocrinologue de formation et qu'il avait fallu adapter les protocoles d'insuline chez les patients à la rue, et on avait exactement ce type de réflexion, dire oui, il y a du bon sens à adapter parce qu'on ne fera pas le schéma optimisé, mais quand même du point de vue de l'éthique du soin, jusqu'où peut s'en permettre d'édulcorer la qualité d'un soin sans être sur ce qu'on dit habituellement un soin à deux vitesses. Donc vous voyez, c'est autour de ça que je voulais quand même porter des petites pondérations. Mais bien sûr que le bon sens résout plein de choses et que de temps en temps ça a du bon. Est-ce que je peux rebondir avant d'avoir une autre question? Mais c'est juste que moi je suis sûr, on a un mode que j'identifie comme étant plutôt occidental, à contrario l'Orient, où en fait on est dans le ou bien, comme s'il fallait choisir entre l'un et l'autre. Et moi, je pense qu'on est dans un monde où il faut de plus en plus aller vers et c'est juste pour rebondir, nous on s'intéresse pas mal à ce qu'on appelle nous les organisations hybrides, et en fait il faut qu'on apprenne de plus en plus à être hybride, c'est-à-dire on est à la fois dans le bon sens et dans l'universel, c'est-à-dire on arrive à réconcilier des choses que jusqu'à présent dans notre logique aristotélicienne où il y a ces A ou non A, en fait il faudrait qu'il y ait les deux ensemble. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est ça dont on a besoin. Et c'est juste pour rebondir, je pense que l'universel, le bon sens, c'est des choses, le care, le kyo, l'empathie, le rationnel. Juste un point puis je finis, je me tais, promis, mais il y a une étude intéressante qui montre que quand on utilise de neurosciences, on peut pas, le cerveau humain ne peut pas à la fois faire une tâche analytique et être dans l'empathie. Simultanément, ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre en même temps. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire l'un après l'autre. Donc c'est intéressant. Donc l'hybridité, c'est aussi l'hybridité dans le temps. C'est-à-dire, je passe d'une tâche analytique, puis après une tâche empathique, puis je reviens de façon dynamique. Bonjour, je suis Edia Kassi, je travaille au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc l'ancien conseil général. J'avais deux questions pour Kevin André. En fait, vous avez dit que... est-ce que le care aurait un impact sur la guérison? Est-ce qu'il y aura des coûts évités? Du coup, est-ce que vous avez des premières pistes à nous donner?
Et deuxièmement, sur ce que vous avez dit à la fin, sur comment institutionnaliser les relations du CARE dans notre système de santé, donc vraiment dans notre exemple français, à part l'élément essentiel de la transdisciplinarité, que chacun renonce un peu à son expertise, est-ce que vous avez aussi d'autres éléments à nous donner? Merci. C'est en cours. Il faut me laisser quelques années. Sur le premier point, on essaie de mener justement une étude là-dessus, donc en lien avec la question spécifique un peu des maladies neuromusculaires. Moi, je pense que c'est assez dangereux de considérer le CARE du point de vue de son impact sur ce que j'ai appelé les functionings ou l'efficience par rapport à la guérison. Parce que je pense que du coup, on se ramène toujours à un modèle où finalement la norme, c'est ce que veut le système. Qu'est-ce que veut le système? Il veut être efficace, mais pourquoi et pour qui? Et donc la question de ce que veulent les gens ou de ce qu'ils ne veulent pas, je pense, est une question qui doit rester dans notre système d'évaluation. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est possible? Donc du coup, ce qui est intéressant avec SEN, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont on compare les pays en termes de développement humain, si vous allez voir les rapports du PNUD, ou l'UNDP, donc l'ONU, c'est le cadre théorique qui est derrière ça. C'est la question de la liberté. Alors c'est super compliqué, et du coup, ces rapports sont souvent très longs et très compliqués, mais il y a tout un tas de chercheurs qui essayent de résoudre cette question de comment on fait pour mesurer la liberté, sachant que Sen dit lui-même, c'est pas possible de le faire, mais il y a bien des moyens d'approximer cette affaire-là. Voilà. Donc tout ça pour dire que il y a probablement des coûts. Après, il y a des coûts évités, mais sur certaines situations, et en fait, c'est l'exemple du PAS. Je pense que dans des situations complexes, le fait d'injecter du CARE amène probablement plus d'efficacité et peut-être plus d'efficience, c'est-à-dire c'est moins coûteux que si on l'avait pas. Mais sur certaines situations. Parce qu'après, il y a une question de gestion du temps. C'est-à-dire que si on met du CARE dans tous les soins, et qu'au lieu de passer 10 minutes, l'ophtalmo, il en passe 20 parce qu'il écoute son patient, je veux dire, on ne va pas y arriver. La deuxième question, c'était comment on fait pour institutionnaliser? L'exemple de l'AFM est intéressant parce que donc l'Association française contre l'homéopathie, ils ont mis en place des professionnels qu'on appelle les référents parcours de santé. Et en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que moi, ce que j'ai observé de mes entretiens, c'est qu'ils ont vraiment institutionnalisé le CARE. Mais pourquoi ça s'est fait à l'AFM? Pour deux raisons, à mon avis. D'abord, parce que les professionnels ne sont responsables d'aucun cure. Le seul mandat qu'ils ont, c'est le mandat de la famille. Ils n'ont pas de mandat en termes de soins ou de prise en charge. C'est-à-dire que c'est comme si, dans notre système actuel, il fallait se dissocier totalement du cure pour pouvoir institutionnaliser le CARE. Ça, c'est le premier point, mais en tout cas, c'est l'exemple que j'ai pu observer. Et la deuxième chose, c'est qu'ils font appel à la générosité publique et le téléthon derrière. Donc ça, c'est pas du tout neutre. Ça veut dire que il y a une question de financement. Qui finance? Et du coup, le financeur, forcément, il décide un peu... voilà. Et donc, c'est un élément de réponse. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment réapproprier le CARE à l'intérieur d'institutions qui sont des institutions publiques, qui ne dépendent pas de la générosité publique, et où il y a une articulation entre cure et CARE. Et là, pour moi, la réponse intéressante, c'est la question des spécialités professionnelles et de la technicité professionnelle. Parce que ce que dit Pascal Molinier, donc, qui est une psychologue du travail, dans un texte que je vous invite à lire qui s'appelle « Les écueils de la professionnalisation du CARE », elle dit le problème, c'est que le modèle qu'on a professionnel, c'est un modèle fondé sur la spécialité technique. Or, le CARE, comme confère notre discussion, ça se fonde sur ce que je fais tous les jours, moi, mon bon sens. Ça ne veut rien dire de parler de technique du CARE. Enfin, c'est un peu un contresens, d'une certaine façon. Est-ce que l'empathie est une compétence? Non, puisqu'on vient de dire que, quelque part, on l'a tous. Donc il y a la question, pour moi, institutionnaliser le CARE, la question derrière, c'est quoi être un professionnel? Et moi, je pense que quelque part, si on veut y arriver à institutionnaliser, il faut quelque part quitter cette vision d'une technicité professionnelle et peut-être aller jusqu'à abandonner une identité professionnelle qui empêche quelque part d'être dans une... Voilà. Enfin, c'est des questions, tout ça. À ce stade, je n'ai pas de réponse affirmée. Au risque de paraître... Juste un petit mot. Les choses vont assez loin et se complexifient, puisque quand on regarde la démarche de l'Organisation mondiale de la santé concernant, par exemple, les médecines autres que la médecine conventionnelle, l'Organisation mondiale de la santé vient de sortir un projet 2014-2023 sur l'intégration des médecines
que l'on appelle nous parallèles, ils veulent les déparalléliser pour les intégrer dans la médecine conventionnelle. Donc c'est-à-dire que si vous êtes devant un patient qui a des pratiques qui ne correspondent pas à votre cadre de référence médicale, vous devez en tenir compte en tant que pratique respectable, et l'OMS le dit. Et l'OMS dit que les systèmes de santé doivent récupérer tous ces systèmes-là. Alors ça va très très loin. Hein. Ça va très très loin. Hein. Ça va créer un maelstrom, et en particulier pour les étudiants en médecine, en fin de cursus, quand ils veulent choisir de l'homéopathie, l'acupuncture, je ne sais quoi, etc. Vous voyez, et par rapport aux patients, ça a du sens. Et ça peut correspondre à du bon sens. Mais le bon sens, c'est l'intuition plus un cadre référentiel, peut-être. Oui, je voudrais ajouter, il faudrait éviter qu'il arrive au Caire ce qui est arrivé à la notion de qualité à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire que ça devienne le monopole d'une nouvelle profession, les qualiticiens, qui développent son jargon, ses outils, et qui s'autonomisent peu à peu des pratiques professionnelles. Donc la tendance spontanée, si vous laissez faire la division du travail, c'est qu'effectivement, c'est une forme des sphères qui s'autonomisent. Voilà, donc la qualité, le care, etc. Puis après, on trouvera un méta-intégrateur, certainement, qui se spécialisera dans l'intégration. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a quand même là quelque chose un péril qu'il faut éviter. Alors c'est pas facile à éviter, et c'est pour ça que je voulais rajouter que l'art et la poésie sont quelquefois, de façon surprenante, une façon de donner un petit coup de projecteur à cette idée du bon sens qui a tellement de mal à se donner sa place. Je prends souvent l'exemple d'un bouquin que m'avait fait lire Alain Smag, mais qui est une fille qui travaillait, qui s'appelle Marie de Pucelle, travaillait à la clinique psychiatrique de la Borde. Et en fait, elle explique donc elle a une jolie plume, c'est vrai, avec un langage assez poétique, un truc hyper simple. Elle explique comment la proximité, le petit thé, la clope qu'on fume avec quelqu'un, des choses de cet ordre-là peuvent être des moments de vraie communication et être en fait, du coup, des outils thérapeutiques importants où le soignant donne en même temps le meilleur de lui-même. Mais en fait, ça passe pas par un discours compliqué, ça passe effectivement par quelque chose qu'on entend au moins autant avec sa sensibilité et que son intelligence rationnelle, mais au bout du compte, comme dit Kevin, une fois qu'on a fait fonctionner l'un puis l'autre, qu'on a fait sa petite alternance, on peut arriver à la synthèse. Mais quand même, digne de rien, dans ces alchimies-là, il y a les alchimies de nos cerveaux intelligents, rationnels, les machins, tous ces trucs dans lesquels on est abreuvé et quelquefois ligoté, et autre chose. Nos cerveaux de la poésie, de l'art et de la sensibilité. C'est ce qui permet de faire un peu transaction et pont. Juste pour revenir aussi sur une formule un principe que j'ai bien aimé, qui est ce que je me permets aux gens de faire ou de refaire, on pourrait dire, hein, comme critère alors pas de qualité, après ce qu'a dit Frédéric, même critère de performance, et puis pour prendre le discours de nos directeurs d'établissement ou de nos tutelles d'efficience. Et pour faire un lien quand même avec le réel, dans les tableaux d'indicateurs qu'on nous demande de remplir aujourd'hui, pour animer un peu la journée, je suis aussi là pour ça, quoi. On nous demande de parler de nombre de patients ou nombre de consultations par patient. Mais quelle stérilité par rapport aux discussions qu'on a ce matin, il faut dire, quelle stérilité gestionnaire et managériale, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut évaluer. Hein. Parce que derrière le discours qu'on a, on pourrait être dans l'espèce de fluidité du jour, mais puisqu'on a du bon sens, tout on évaluera. Mais si demain on nous demandait des indicateurs de performance sur ce qu'un patient a été capable de refaire après nos consultations, combien d'hypertendus ont été capables de reprendre leur traitement, de remesurer, d'être autonomes dans la prise de leur tension, combien de patients ont été capables de retrouver la marche et de retrouver l'autonomie. Objectivement, on serait dans une société de mesure de l'acte responsable, parce qu'il faut aussi penser, je pense, dans notre pays, que la société a le droit d'attendre un retour sur investissement, mais que la discussion qu'on a là traite vraiment du sens de l'indicateur. Donc on peut faire le lien entre le discours théorique du CARE et du CUR, parce que monsieur disait, on est un peu des intellos à la salle, j'aime bien qu'on me rappelle ça, moi, ce qui fait du bien. Hein. Ce problème de l'éthique médicale en particulier, hein. Il y a beaucoup de gens qui font de l'éthique éthérée, puis on revient. Donc on peut arriver sur le terrain à dire un travailleur social a remis tant de gens avec des indicateurs précis.
Et là, je pense que dans la salle, il y a certains de nos collègues, d'accord, de nos ARS, et je ne les incrimine pas en tant que personne, c'est le système dans lequel ils fonctionnent qui est en cause. Mais le système dans lequel ils fonctionnent est complètement aberrant par rapport à la discussion qu'on a de ce matin, en particulier quand vous allez faire le lien avec les MIGAC. Et c'est important que je vous dise de cette information. Quand vous écoutez Jean-François Métigui, avec qui on a eu un débat sur le Forum européen de bioéthique sur ce sujet-là, quand il a créé les MIGAC, puisque c'est lui qui les a instaurés quand il était au ministère de la Santé, j'en parlais à Frédéric tout à l'heure, cette MIGAC, elle devait être ajustée de manière totalement dissociée de la T2A à des activités qui devaient répondre à des besoins de personnes non mesurables par rapport aux standards habituels. Et c'était une enveloppe qui devait être sacralisée, d'accord, et augmentée éventuellement, alors que sur le reste de la T2A, on serait un peu en compression parce que les finances publiques nous imposent. Regardez comment on a glissé. On a ramené la MIG, d'accord, dans son mode de gestion au système proche de la T2A, finalement. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a nos discussions de ce matin, on nous dit « ajustez à la baisse votre activité, voyez moins de patients, expliquez-nous pourquoi vous en voyez autant, d'accord, justifiez pourquoi vous en voyez autant, sans aborder du tout les questions de ce matin. » Voilà, ça vient du fond du cœur, mais aussi du point de vue de l'universitaire qui a envie qu'on travaille ces questions-là.